se raconte des histoires. Une présentation du groupe JD qui fait partie de l'histoire de la Côte-de-Beaupré et de l'île d'Orléans depuis 20 ans. Dans la mythologie de bien des pays dans le monde, les lutins prennent une grande place dans nos différentes histoires. Pierre va nous raconter que ces petits êtres affectionnent grandement les chevaux. La grange aux lutins. Ben, c'est sûr que quand on est pogné avec des lutins, vous allez voir, c'est pas un cadeau. Parce que pendant la journée, ton cheval, il travaille. Puis pendant la nuit, il ne se repose pas. Il se fait courir par les lutins qui en prennent soin, vous allez voir. Mais Pierre-Joseph va vous raconter la suite. Mais quand on est pogné avec des lutins dans une grange, ça va pas bien. Bonne écoute. Bon, l'histoire que je vous raconte, c'est plus qu'une histoire, c'est un fait vécu, c'est moi qui l'ai vécu. À un moment donné, le père, j'avais à peu près 12-13 ans. Le père m'avait demandé d'aller préparer le cheval, sortir le cheval pour travailler dans les champs. Je rentre dans l'écurie, le cheval était à la crinière tressée à 3 brins. Il était tout mouillé, tout essoufflé. Je m'en vais voir le père, je dis, père, le cheval, il n'a pas l'air à filer, il est tout tressé, puis en plus, il est tout mouillé. Ah, mon père, il dit, oh, non, pas ça, pas ça, des lutins. Il faudrait vérifier. C'est peut-être quelqu'un qui est venu, mais en tout cas. Fait qu'à soir, après-midi, tu vas te détresser la crinière du cheval comme il faut. Tu vas le brosser, tu vas le préparer. On ne fera pas travailler aujourd'hui, même si on en aurait eu besoin, parce qu'il est trop essoufflé. Puis, à soir, tu vas aller dans l'écurie, te cacher en arrière du foin, tu vas te faire une petite carré pour voir la porte, pour voir si c'est bien ce que je pense. Ça fait que là, je détresse le cheval. Après souper, je m'en vais dans l'écurie. Je me cache en arrière du foin. Je me fais un petit carré pour mieux voir la porte d'entrée. À un moment donné, à Brunante, la porte ouvre, je vois 2 petites bêtes. C'est pas des chats, c'est en tout cas ouvre. Puis là, il commence-tu pas à tresser la crinière du cheval à 3 brins, comme hier. Il brosse le cheval comme faut, parce que les lutins, c'est des gens qui sont propres, là. Mais c'est des gens qui aimaient plus les chevaux qu'aimaient le bon Dieu. Fait que... Puis là, ils prennent le cheval, puis ils sortent dehors. Puis ils le font courir. Une bonne partie de la nuit, moi, je reste dans l'écurie. Je me cache là. Il est endormi un peu. Là, le cheval revient avec les 2 lutins. Ils s'installent là, puis ils s'en vont. Puis moi, j'ai couru à la belle course à la maison pour dire au père que je les avais vus. Ben, il dit, il y a un truc, s'en débarrasser. Il dit d'abord, il dit après-midi, tu vas détresser la crinière des chevals encore une fois. Puis il dit à soir, il dit quand tu vas aller dans l'écurie, tu vas prendre une grosse chaudière de graines de lin. Puis tu t'organises à soir, quand tu vas retourner à l'écurie, après souper, pour mettre ça en ballant, en équilibre en haut de la porte. Parce que là, quand les lutins vont vouloir rentrer, la chaudière, elle va tomber. Puis les lutins, c'est des gens qui sont propres. Bien, ils vont être obligés de ramasser les graines de lin, une par une. Une par une. C'est long, ça. Fait que pendant ce temps-là, il n'y aura pas le temps de s'occuper du cheval. Fait que je fais ça, arrive, installe ça en ballant. Je rentre me cacher comme il faut. Juste en haut de la porte, la chaudière est là. Les lutins ouvrent la porte. Pouf! La chaudière qui tombe à terre. Ils sont obligés de ramasser les graines un par un. Ils ne s'occupaient pas du cheval. Ils ont passé la nuit à ramasser les graines de lin. Puis le lendemain matin, ils sont partis. Fait que là, on a été libérés des lutins. Mais quelques jours après, le 6e voisin vient voir mon père. Pierre, il dit, je suis mal pris. Il dit, j'ai des lutins chez nous. As-tu des graines de lin à me refiler parce que j'en ai plus? J'ai dit, ils sont en train de faire le rein au complet. En tout cas, moi, de passer des graines de lin, là, mais il ne faudrait pas qu'ils reviennent chez nous, puis il faudrait qu'ils quittent le village. Parce que là, si on avait bien compris, il avait commencé à fuir le village, là. Il était pogné ici. À un moment donné, ben,
Le lutin, ils sont partis du 6e voisin, puis à un moment donné, ils sont disparus. On ne les a jamais revus dans le village. Mais en tout cas, si vous êtes pogné avec des lutins, là, c'est votre affaire, mais c'est pas un cadeau. L'ethnologue bien connu Jean-Claude Dupont a réalisé plusieurs ouvrages sur les lutins et a aussi peint plusieurs tableaux de ces petits bonhommes. La veuve de M. Dupont, Jeanne Pomerleau, nous fait découvrir la passion de son mari pour les lutins. Bien, tout d'abord, il voulait écrire sur les légendes. Et puis, à chaque petit livre qu'il écrivait, il avait décidé de mettre toujours des mêmes thèmes. La chasse-galerie, le loup-garou, les revenants, les lutins, les bateaux fantômes, et puis les trésors cachés, à chaque volume. Puis, à un moment donné, il a décidé, tiens, je fais un livre sur les lutins. Nous, on n'a pas eu de lutins malfaisants. En Europe, il y en avait des lutins malfaisants, mais nous, nos lutins, c'est des lutins qui jouent des tours puis qui sont heureux. Nos lutins aiment beaucoup leur épouse, les lutines. Ils sont prêts à donner tout l'or du monde, ils ont de l'or. Ils veulent donner de l'or pour leur épouse, leur enfant. C'est ça leur trésor. Puis les chevaux. Alors nous, comme on a été des amoureux, des passionnés des chevaux, c'est que nos lutins sont toujours sur les chevaux. Si on parle des lutins d'autrefois, pas des lutins d'aujourd'hui. Les lutins d'autrefois, la nuit, ils sont sur les chevaux, ils tressent la crine des chevaux, puis la queue des chevaux. Puis quand on veut les empêcher d'entrer dans l'étable, à un moment donné, les gens, le matin, arrivent puis ils voient leurs chevaux tout mouillés. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils savent tout de suite, ils disent, c'est des lutins qui sont venus. Puis là, les enfants disaient à leur père le soir, quand le père allait pour voir à l'étable, parce qu'un cultivateur, avant de se coucher, un bon cultivateur va voir ses chevaux puis l'étable, s'il n'y a pas quelqu'un un animal qui est dans les dallots, disons. C'est ça. On appelle ça Oui, même. tout à fait. Puis qui est mal pris ou qui est au bout de sa corde, qui va s'étouffer, puis des choses comme ça. Les enfants disaient à leur père, ah, regarde, il y a des lutins, puis amène-moi-en un. Mais les lutins, quand on voulait les empêcher d'entrer dans l'étable, on mettait des petits grains à la porte. Pendant qu'ils ramassent les grains, la nuit passe. OK. Il y a toutes sortes de choses. On leur jouait des tours aussi. Les gens OK. se jouent des tours avec les Tout à lutins, en fin de compte. Mais nos lutins sont très beaux, puis ils sont toujours de couleur verte. Le titre de la prochaine légende peut nous amener quelques interrogations. La légende des enfants ours. Françoise viendra éclaircir ce mystère. Dans cette légende, vous allez vous apercevoir que les enfants sont punis, mais suite à une multitude de mauvais comportements. Alors, quand on dit « quand le vase est plein puis qu'il déborde, ça risque de faire des flamèches », un petit conseil, quand on veut changer des mauvais comportements, mais c'est mieux d'en parler un comportement à la fois pour que la leçon soit durable et que ce soit efficace. Alors, je vous invite à écouter la légende des enfants ours. La légende des enfants ours. Il s'est passé une bien étrange histoire à une époque que nul ne peut dater, mais qui fait encore jaser encore aujourd'hui au village. C'est un jeune couple qui avait 2 enfants turbulents, tapageurs et espiègles. Chaque jour, le frère et la sœur se surpassaient en audace et en imprudence de toutes sortes. Ils étaient vraiment insouciants, négligents, puis irresponsables avec tous les petits travaux qu'on leur demandait de faire. En exemple, on retrouvait les brebis dans le potager au lieu de brouter dans le champ. Puis, après ça, il fallait courir après les poules pour les attraper puis les emmener dans le poulailler. Et dans la grange, on leur demandait de passer un petit balai pour ramasser les grains puis le foin qui tombait en bas des mâchoires. Mais ils oubliaient de faire ça, de même qu'ils oubliaient de ramasser leurs jouets qu'on retrouvait un peu partout. Ils préféraient de loin courir, jouer à cachette, décrochant au passage le linge asséché sur la corde à linge, les éparpillant dans les ronces qui les déchiraient. Puis, ils se faufilaient dans le caveau à légumes pour aller croquer des pommes ou encore ouvrir un pot de confiture, s'y plonger les doigts puis se sucrer le bec. Mais en partant, ils oubliaient de fermer la porte, ce qui laissait la place à la vermine de rentrer puis d'avoir droit au joyeux festin. Puis au loin, il y avait un arbre. Ils avaient l'habitude de monter dans l'arbre, puis ils avaient patenté une vieille corde toute effilochée, puis ils se donnaient un élan pour sauter dans l'étang aux grenouilles. C'était très dangereux. Et quand
quand la mère lui demandait d'aller cueillir des petits fruits dans les champs, des fraises, des framboises ou des bleuets, ils revenaient avec leur panier à moitié vide en ayant mangé la moitié des petits fruits en cours de route. On pouvait dire adieu à la belle tarte. Désespérée, la mère ne parvenait pas à instaurer une discipline auprès de ses jeunes qu'elle aimait par-dessus tout. Il faut dire qu'elle avouait qu'elle avait beaucoup de difficultés à les punir, mais elle mettait tous les mauvais comportements sur la grâce de leur jeune âge. Mais il fallait bien qu'éventuellement, tôt ou tard, qu'elle fasse une discipline, mais elle espérait que le temps fasse son œuvre, non seulement de les éduquer et de les instruire, mais aussi de leur enseigner certaines leçons. Mais dans les médias, il n'y avait rien à faire. Elle était allée consulter M. le curé. Il avait suggéré de faire des pénitences religieuses, comme d'être à genoux puis de réfléchir à leurs actions et aux conséquences. Elle trouvait cette méthode beaucoup trop sévère. Elle avait demandé à la maîtresse d'école, qui, elle, avait suggéré la lecture d'histoires d'enfant-sage, mais il préférait prendre la clé des champs, aller courir dans les champs, apprendre dans la nature, au lieu de se mettre le nez dans les livres. La visite chez le médecin, il n'avait pas eu plus de succès. Il avait prescrit un verre de lait chaud avant de dormir pour les calmer. Puis, la visite chez la grand-mère, bien, elle voulait bien leur parler, d'essayer d'être sage puis d'écouter leurs parents, mais en même temps, elle les bourrait de chocolat, de confiserie puis de sucreries. Alors, au lieu de les tranquilliser, elle les surexcitait. Il n'y avait rien à faire. Un bon matin, au déjeuner, alors que le frère et la sœur se chamaillaient, ils ont accroché la nappe sur la table. Tout le déjeuner est tombé à terre. Les gruaux, les céréales, le jus d'orange, le lait, le pot de confiture. Ah, là, la mère était vraiment découragée et exaspérée. Donc, elle a dit aux enfants, « Venez-vous-en, mes diablotins d'amour, venez, suivez-moi. » Alors, ils sont partis dehors. Et elle a dit, « Aujourd'hui, je vous montre un nouveau jeu. C'est le jeu des ours. Voyez le four à pain? Ça va devenir la tanière des ours parce que les ours, l'hiver, font une hibernation. Donc, ça va servir de tanière à ours. Puis en plus, vous allez jouer le rôle des ours. Les enfants, excités par l'idée, s'aidèrent mutuellement à rentrer dans le four à pain. Aussitôt rentrée, la mère ferma les portes en fonte et pour être sûre qu'elle reste bien fermée, elle la coinça avec la grande palette à pain à long manche. Les enfants commençaient à dire à l'intérieur, « Hey, maman, c'est noir! » Fait qu'elle leur a dit, « Vous allez rester là jusqu'à ce que vous changiez vos comportements et que vous ayez une bonne conduite. Je reviendrai vous chercher quand les poules auront des dents ou que les cochons pourront voler. Maintenant, restez à l'intérieur et réfléchissez à être de gentils petits oursons. » Sur ça, elle retourna à la maison, nettoya le plancher de cuisine avec tout le dégât qui était tombé par terre. Elle fit aussi, elle coupa des légumes pour la soupe du soir, préparant un ragoût de pâte de cochon. Elle est allée aider son mari avec les travaux de la ferme. Des revenus plus tard, elle a terminé la couture d'un rideau qu'elle faisait, fit quelques rangs de son tricot, tout, et puis elle prépara aussi un gâteau des anges pour le dessert. Tout ça dans le calme, la calmie, la tranquillité et la quiétude du moment. Enfin, un long moment de repos bien mérité. Le soir, attablée, elle et son mari au repas, il se demanda, mais où sont les enfants? C'était le mari parti sur le bord de la porte demandant, « Allez les enfants, c'est l'heure du souper, venez vite! » Il revint s'installer à la table. Mais c'était un silence inquiétant. C'était inhabituel, anormal. Normalement, les enfants, c'était toujours affamés, puis ils étaient toujours en temps pour l'heure du repas. Il faut dire que bouger, ça aiguisait l'appétit. Alors, la mère se rappela, le jeu de l'ours. Elle partit en courant, disant, je vais aller dans la dépense chercher du beurre, mais elle courut jusqu'au four à pain qui servait de tanière. Elle enleva la grande palette à long manche, la palette à pain, et elle se dit, oh mon Dieu, c'est incroyable, j'ai oublié ma progéniture. Elle ouvrit les portes et, oh mon Dieu, en sortit 2 oursons en grognant, en gabadant, puis se jetèrent et plongèrent dans l'étang
aux grenouilles. Il s'éclaboussait, s'aspergeait, s'arrosait pour essayer d'enlever la souillure, la crasse et la suie qui leur avaient collé à la peau après cette longue journée de méditation puis de repos. La mère dut se frotter les yeux à 2-3 reprises pour réaliser « Mon Dieu, mais c'est ces enfants qui s'éclaboussaient dans l'étang. Elle était finalement soulagée qu'ils soient sains et saufs après cette médecine de cheval qu'elle leur avait infligée. Les enfants coururent se jeter dans ses bras, lui promettant « Oh, maman, on va faire de notre mieux pour être plus sages à l'avenir. » Elle leur fit un gros câlin et les 3 repartirent à la maison déguster le merveilleux repas. Tout ça dans le calme et la quiétude. Bien, on peut dire que l'histoire dit que les enfants ont grandi en taille et en sagesse, mais en gardant leur petit côté coquin, mais le faisant de façon modérée et respectueuse. De plus, dorénavant, ils accomplissaient leurs tâches dans le respect des consignes. Alors, même si cette leçon n'était pas très catholique, elle avait porté ses fruits au grand plaisir des parents. Cette histoire nous amène à découvrir ou à redécouvrir un élément de notre patrimoine québécois, les fameux fours à pain. On a le premier four à pain qui est sur l'avenue Royale. Lui, il date à peu près entre 150 et 200 ans. C'était un des premiers sur la côte de Beaupré, là, qu'on faisait notre pain dedans. Puis on en a un autre qui a peut-être 70 ans. Lui, c'est dans lui qu'on fait le pain maintenant. La terre a été concédée en 1641, je crois, qui est marqué en avant. Puis c'est par après ça qu'ils ont fait la maison, puis ils ont dû faire le caveau à légumes dans les mêmes années aussi, là. Mon arrière-grand-mère qui a commencé au début de 1920, peut-être, là, dans ces années-là, quand ils ont acheté, mon arrière-grand-père, quand il a acheté, ils ont commencé, ils faisaient du pain pour la famille, parce qu'il y avait une grosse famille. Puis là, les gens passaient, puis ils trouvaient que ça sentait bon. Fait qu'ils ont demandé pour acheter un pain, puis tout ça, puis ça a commencé comme ça. Puis là, ça passait, parce qu'il y avait un petit peu de touristes aussi dans ce temps-là. Fait que ça passait, puis ils achetaient du pain. Ils prennent une tranche de pain avec du beurre d'érable, puis ils mangent ça ici, là, puis après ça, ils repartent, ils sont bien contents. Pierre nous présente une histoire unique, soit celle où son alter ego, Pierre-Joseph, appelle le diable. Écoutons ce que ça donne. Vous allez voir dans la prochaine histoire racontée par Pierre-Joseph une expérience personnelle qu'il a vécue, que bien souvent, lorsqu'on fait confiance à un conteur, quand on fait une grande confiance au conteur, bien, ça nous amène à faire parfois des gestes qu'on aurait pu regretter. Par chance que, vous allez voir tantôt, l'histoire s'est bien tournée, a bien tourné. Mais ça aurait pu être dramatique pour Pierre-Joseph, son frère Alphonse, puis d'à côté de chez eux. Bonne écoute. L'histoire que je vous raconte, c'est plus qu'une histoire, c'est un fait. Chez nous, j'avais à peu près 12-13 ans. Mon frère Alphonse, il était le deuxième de la famille. Il me suivait et il avait à peu près 11-12 ans. Puis chez nous, pendant l'été, il y a toujours un quêteux, un gars de la Baie-Saint-Paul, un quêteux de la Baie-Saint-Paul qui arrivait chez nous. Il s'entendait bien avec mon père. Mon père s'entendait bien avec lui. Puis il travaillait chez nous pendant à peu près une semaine. Nourri, logé, puis il arrêtait chez nous. En parlant des quêteux, il y a une femme dans la paroisse ici, je ne dirais pas son nom, là, a refusé d'aider un quêteux puis de donner de la nourriture. Elle a dit, maudit quêteux, va-t'en chez vous. Va-t'en chez le diable, j'ai rien pour toi. Et le quêteux ne l'a pas aimé, hein? Il ne l'a pas trouvé drôle. Qu'est-ce que vous faites avec la charité chrétienne? Quêteux, va-t'en, je t'ai dit. Le quêteux, il a dit, à travers la porte, il a dit, « Hey, vous, demain matin, quand vous allez faire votre pain, il va y avoir des poux dedans, je vous le garantis. Ha! Va-t'en chez le diable, maudit quêteux, je te crois pas. » Ah ben, le lendemain matin, elle a fait son pain, puis elle avait des poux dedans. Quand ça s'est su dans la paroisse, nous autres, quand il y avait un quêteux, on les aidait. Fait que pour en revenir à mon quêteux de la Baie-Saint-Paul qui arrivait chez nous, il y avait des histoires, des fois, abracadabrantes, des histoires qui ne peuvent pas. Mon frère et puis moi, on l'écoutait et on se disait, il nous continue des menteries. C'est un menteur ou c'est un raconteur? En tout cas. Ça fait qu'après souper,
Ma mère, elle ne voulait pas qu'il fume sa pipe dans la maison parce que son tabac, il sentait trop fort. Fait que mon frère Alphonse puis moi, on allait dehors. Puis il nous racontait des histoires. Puis à un moment donné, il dit, les gars, il dit, un jour, là, si vous voulez coller le diable, là, je vais vous dire comment faire. Il dit, vous faites ça un soir de pleine lune. Vous arrivez à un chemin qui traverse un autre chemin comme ça, c'est une croisée. Puis vous avez une poule noire. Il faut qu'elle soit toute noire avec vous autres, puis vous êtes capable de coller le diable, puis il faut être trois. Hey. Mon frère Alphonse puis moi, on va se coucher. Il dit, puis Alphonse, t'as-tu écouté l'histoire du diable? J'aimerais ça coller le diable. Hey, mon frère Alphonse était peu heureux comme un lièvre. Il dit, t'es fou, toi? Pierre-Joseph, il dit, si le père et la mère, ils savent qu'on a collé le diable, puis ils seront pas contents. Fait que, le lendemain matin, ben, à côté de chez nous, il y avait un côté de chez nous. C'est un gars de la même âge que moi. On s'entendait bien. Je vais le voir, je raconte l'histoire que le quêteux nous avait racontée, qu'on pouvait coller le diable un soir de pleine lune. Hey, il dit, moi, ça m'intéresse. Ça m'intéresse, j'aimerais ça, moi. Fait que, là, je reparle avec mon frère Alphonse le lendemain. Il dit, non, moi, je ne veux pas. Mais il faut être trois. Des côtés, il veut, moi, je veux. Puis, fait qu'Alphonse, le lendemain, il s'est laissé prier, mais il dit, on va y aller. Ça fait que, la pleine lune, la semaine d'après, à 11 h le soir, mon frère et moi, on se réveille bien tranquillement. On descend doucement l'escalier, en faisant pas trop de bruit pour réveiller personne, parce que là, il y avait la chambre des vieux en bas, la grand-mère a couché là. Moi, je m'en vais à côté du poulailler, puis je pogne une poule noire, puis là, côté vient nous rejoindre. Ça fait que là, on s'en va. On marche tranquillement. Je vous dis qu'il n'y avait pas grand monde sur les routes. Hein? Fait qu'à un moment donné, où je tenais à la poule, à un moment donné, on avançait, puis là, le clair de lune était là. Puis là, on arrive à la croisée du chemin, une belle croix comme ça, là. On s'installe en plein milieu. Côté est à côté de moi. Mon frère Alphonse était de l'autre bord. Je vous mens pas, j'entendais ses genoux qui cognaient tellement il y avait peur. Ça fait que moi, je pogne la poule noire que j'avais ici. Puis là, je donne des coups comme ça au gars pour dire... Il fallait répéter 3 fois. « Diable, t'es-tu là? » On s'en compte. Rien. « Diable, t'es-tu là? » Il n'y a rien qui se passe. 3e fois. « Diable, t'es-tu là? » Il n'y avait personne. On retourne à la maison. Il va porter la poule dans le poulailler. On monte les marches bien tranquillement, mon frère et moi, puis on va se recoucher. Le lendemain matin, j'ai dit, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Je m'en vais dans le poulailler. Je ramasse la poule noire qu'on avait prise la veille. Mais je regardais comme fou, puis en dessous, là, il y avait 3 petites plumes blanches. Elle n'était pas toute noire. C'est doit être pour ça que ça n'a pas marché. Dans cette histoire, nous voyons apparaître un personnage assez mystérieux, le quêteux, qui à travers le temps n'a pas toujours eu bonne réputation, mais qui s'est révélé plus souvent qu'à son tour un aidant fort utile pour les cultivateurs du temps, qui avaient souvent besoin de main-d'œuvre. Jacques Blais nous le présente. Moi, les premières illustrations que j'ai vues des quêteux, c'est une photo de l'Hivernois en 1885 qui représentait un quêteux sur la côte de Beaupré. Et je dirais qu'au fil des ans, on les a pas mal toujours représentés de la même façon, souvent avec un bâton, une canne, puis souvent avec un sac sur le dos. D'ailleurs, on peut le voir ici. Là, oui. Tu vois, on va voir des représentations qui viennent de différentes régions. Celle-là, c'est à Doussac. Okay. C'est Gaétan Ovington. Donc, on voit le quêteux avec son bâton, avec sa poche, dans laquelle il plaçait quelques morceaux de vêtements, puis souvent la nourriture qu'on venait de lui donner. Ça, c'est une autre représentation. C'était fait par un sculpteur des années 60,
dans la région de Victoriaville, mais à partir un peu des modèles qui étaient faits dans la région Saint-Jean-Port-Joli. Et ici, on a une autre représentation. Celle-là, c'était un quêteux plus récent, un petit peu plus des années 50, 60. C'est le quêteux Boivin qui se promenait sur la côte de Beaupré. C'était pas quelqu'un qui vivait sur une ferme, mais c'est quelqu'un qui se promenait de maison en maison, de village en village. Souvent, il était comme concentré dans une région, pas juste dans une petite municipalité, parce que ça n'aurait pas été suffisant. Il aurait fallu qu'il passe régulièrement dans les mêmes maisons. Et c'est des gens qui connaissaient tout ce qui se passait dans le milieu. Donc, ils connaissaient bien... Ils connaissaient les gens. Okay. Souvent, ils connaissaient les gens par leur nom parce qu'ils passaient année après année. Et c'était celui qui venait raconter les histoires. Ça fait que c'était un peu le journal vivant. Si on voulait avoir les commérages là, à ce point-là, de chez les voisins, puis du village voisin, qu'est-ce qui venait de se passer. Un petit peu comme on voit aussi dans les belles histoires des Pays d'en haut avec Jambes de bois, qui se promenait, lui, dans les Laurentides, donc inventé par Claude-Henri Grignon, mais à partir souvent de personnages réels. On crée un personnage dans un livre, dans un roman, dans une histoire, pour une émission de télévision. Et c'est vraiment une représentation fidèle de ce qu'est la réalité. Puis le quêteux, à ce moment-là, les gens lui donnaient l'hospitalité, le faisaient coucher dans la maison ou dans la grange. Comment ça se passait? L'été, c'est très souvent dans l'étable, avec les animaux, dans la grange, dans le fourni, dans le foin en haut. Moi, je me souviens que chez nous, il y a un quêteux qui passait une couple de fois par année. Et ma mère l'accueillait tout le temps à bras ouverts, aussi bien que quand c'était la visite du curé. Elle recevait le curé, si on se préparait tout le monde. Le quêteux, on ne se préparait pas parce qu'il n'annonçait pas 3 jours d'avance sa visite. Non. Mais ma mère le recevait, elle lui donnait toujours le repas, tout le temps. Elle lui donnait un peu de nourriture avant qu'il parte. Puis on n'avait pas beaucoup d'argent, mais à chaque fois que le quêteux passait, ma mère allait fouiller dans sa petite réserve. Bien, il donnait toujours quelques dollars là, pour qu'il puisse subsister un peu plus longtemps. Restez aux aguets, car très bientôt, nous vous présenterons d'autres légendes.